Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 22e épisode de l'Académie des sorciers, je suis Marjolaine. Et je suis Alix. Et donc cet épisode un peu particulier est la captation d'une table ronde sur Zoom qu'on a réalisée avec Blandine Lecalais, maître de conférence en lettres classiques de l'Université de Créteil, et Valère Endior, professeur de droit international à l'Université de Brest. On espère que vous allez autant apprécier que nous la richesse de cet échange. Et on vous retrouve à la fin de l'épisode. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence, cette rencontre qu'on organise avec Blandine Lecalais et puis l'équipe de la Gazette. Donc, je vais laisser mes camarades du jour se présenter. Donc, moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis professeur de droit et donc je suis le co-directeur de l'ouvrage Le droit dans la saga Harry Potter. Bon, alors, du coup, je me représente aussi. Donc, je suis Blandine Lecalais, je suis maître de conférence de latin à l'Université de Créteil et j'ai un livre sur les références à l'Antiquité dans la saga Harry Potter, qui s'appelle Le monde antique de Harry Potter. Voilà. Et donc, on a aujourd'hui avec nous Alix et Marjolaine qui qui gèrent le site de la Gazette du Sorcier. C'est ça, et donc on est co-animatrice du podcast Aspic, enfin, l'Académie des sorciers, donc un podcast intéressant et captivant, et donc qui propose d'étudier Harry Potter d'un point de vue académique. Et donc on avait déjà reçu Valère et Blandine dans des épisodes individuels consacrés à leur ouvrage. Donc là, c'est l'occasion d'enregistrer du coup un épisode aussi un peu en direct comme ça, avec des thèmes croisés. Et on les avait même reçus une deuxième fois en live lors de l'événement, l'anniversaire des 20 ans de la Gazette du Sorcier en septembre dernier, où du coup on avait pu inaugurer aussi un format de table ronde discutée, donc qui a donné l'envie a priori de poursuivre la discussion aujourd'hui notamment. Donc on est ravis de pouvoir continuer à profiter de Blandine et Valère pour continuer à discuter. J'apporte peut-être une précision aux personnes qui se connaissent et qui continuent d'arriver. C'est que, comme vous avez pu le constater, on est en petit comité. Donc, Blandine a invité certains de ses étudiants, en tout cas ceux auxquels elle enseigne en ce moment. Moi, j'ai invité aussi mes étudiants de Master 1 en droit. Donc, l'idée, c'était de rester en petit comité pour ne pas se retrouver forcément sur une conférence avec 400 ou 500 personnes ouvertes à tout le monde. Ce qui nous permet concrètement de procéder à un enregistrement qui donnera lieu à transformation à la fois en podcast et sans doute en fichier vidéo sur YouTube. Donc voilà, une fois qu'on aura fait tous les enregistrements, les montages, nos discussions seront rendues accessibles au plus grand nombre. Et donc là, vous êtes un peu les quelques privilégiés qu'on a invités, parce que l'idée, c'était aussi de faire plaisir un peu à nos étudiants. On sait que l'année a été un peu compliqué, c'est peut-être un euphémisme. Et donc voilà, je crois qu'on avait envie de se faire plaisir, on y reviendra peut-être après avec Blandine, mais on avait envie de se faire plaisir, on avait aussi envie de vous faire plaisir, et donc c'est pour ça qu'on vous a invité en petit comité, mais ne vous inquiétez pas, les autres pourront profiter de ces débats ultérieurement. Peut-être simplement une précision d'ordre technique en ce qui concerne la gestion de cette visioconférence. Donc, par défaut, pour l'instant, vous ne pouvez allumer ni vos caméras, ni vos micros. C'est simplement pour que la bande passante soit un peu plus fluide, vu qu'on fait une captation. Par contre, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de discussion si vous voulez envoyer un message, faire des commentaires en temps réel. Et il y aura une phase de discussion qui sera ouverte avec vous. Cela va de soi. Et donc, vous pouvez soit adresser votre question par écrit. Donc, Alix et Marjolaine vont être particulièrement attentives à ce qui se passe dans le chat, ou même demander la possibilité de prendre la parole, signalez-vous, et puis on activera votre micro pour que vous puissiez poser des questions qui seraient un peu plus longues, ou même simplement parce que vous avez envie de faire des commentaires. Et je pense particulièrement aux représentants des doctorantes du BO, pour ceux qui sont là. Je vois qu'il y en a un qui est déjà arrivé. Si à un moment donné, vous voulez intervenir, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Blandine, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose dans les mots d'accueil. Non, je voulais juste expliquer un petit peu comment est née cette journée. En fait, Valère et moi, on s'est rencontrés en septembre dernier, justement dans le cadre de l'événement de la Gazette du Sorcier pour les 20 ans de la Gazette du Sorcier. On avait participé à une table ronde
c'était les professeurs de Poudlard, c'était intitulé comme ça, et les professeurs, en l'occurrence, c'était nous, c'est-à-dire des universitaires ou des intellectuels qui avaient travaillé sur Harry Potter, réfléchi sur Harry Potter. Et en fait, à l'issue de cette table ronde, Valère et moi, on a un petit peu échangé et on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de réfléchir à quelque chose autour de Harry Potter à l'université des Moldus, qui serait comment l'étude de la saga Harry Potter, qui est si riche, qui est un monde si complexe, permet en fait à des universitaires d'offrir une porte d'entrée à l'enseignement de leur discipline. Et c'est un petit peu ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec vous. Chacun dans son domaine, on va vous expliquer comment l'étude de Harry Potter peut aider à l'enseignement du droit ou du latin et du grec. Voilà, c'est vraiment ça le thème qui nous réunit aujourd'hui. Alors, j'ajouterais peut-être justement une précision, parce qu'on a un public à la fois de juristes et des étudiants en droit, et donc des étudiants en latin, grec, lettres classiques. Donc, quand vous faites des commentaires, des interventions, n'oubliez pas que vous n'êtes pas uniquement entre représentants d'une discipline donnée. Alors, voilà, notamment les juristes, si vous avez des questions qui sont plutôt des questions juridiques, n'utilisez pas des termes trop techniques qui ne pourraient pas être compris par les autres. Et puis, inversement, l'idée, c'est vraiment de créer une passerelle entre nos disciplines à travers finalement une saga qu'on connaît tous et qu'on apprécie, à savoir Harry Potter. De toute façon, vu que Alix et moi qui feront le relais de vos questions, on n'est ni spécialistes ni en droit ni en latin et grec, donc on fera nous-mêmes le filtre, genre. Alors cette question, on la comprend pas, mais on va la poser quand même, mais il va falloir la traduire. Alors moi, parmi mes étudiants, il y a aussi des étudiants qui sont en licence santé. Et puis la majeure partie de mes étudiants, c'est des étudiants de littérature, de lettres modernes. Donc je pense qu'il n'y aura pas de questions trop techniques sur le latin et le grec. C'est pas le... Voilà. Bon, lettres modernes, ça va. Bon. Bon, super. Je crois qu'on a fait le tour des mots d'accueil. Et puis, évidemment, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de se joindre à nous samedi après-midi. On sait que le temps extérieur est précieux, voilà, surtout en ces périodes de couvre-feu. Donc, merci d'avoir pris ce temps pour vous joindre à nous. On va commencer, Blandine et moi, assez brièvement, un peu moins de 10 minutes, par présenter un peu nos démarches respectives. On a beaucoup échangé sur ce qu'on voulait faire de cette rencontre, donc on va chacun témoigner de la démarche qui nous a menés à rédiger ou à co-diriger des ouvrages. Et puis ensuite, Marjolaine et Alix vont nous adresser un certain nombre de questions, et puis vous pouvez évidemment intervenir dans tout ça. Blandine, j'ai envie de te donner la parole. Vu que c'est moi qui viens de parler, j'ai pas envie de me donner la parole à moi-même. Donc je te propose que tu commences et j'enchaînerai ensuite. Et ensuite, je te passerai la parole. Voilà, donc, c'est super. Moi, je vais vous raconter en quelques mots. Alors, certains d'entre vous le savent déjà parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec mes étudiants, mais qu'est-ce qui m'a poussée à écrire Le monde antique de Harry Potter? Et c'est assez intéressant parce que précisément, ce sont mes étudiants il y a quelques années. C'est-à-dire que c'est vraiment une démarche pédagogique qui est à l'origine de l'écriture de ce livre. Avant d'avoir l'idée de l'écrire, j'ai commencé à préparer tout simplement des cours sur Harry Potter, sur la saga Harry Potter, dans le cadre de mon enseignement à l'université. Et ce, à la demande des étudiants. J'aime bien demander parfois aux étudiants tout simplement de me donner des thèmes sur lesquels ils aimeraient que je fasse un cours. Et cette demande m'avait été faite il y a quelques années. J'ai eu un petit moment d'hésitation parce que le monde universitaire est toujours un petit peu réticent à s'intéresser à des œuvres de culture populaire. Il y a un petit peu un sentiment qu'on dévalorise la matière lorsqu'on s'intéresse à des choses qui sont trop populaires, tout simplement. Et puis, en fait, il m'a fallu que quelques secondes avant de me dire, mais oui, Harry Potter, c'est une formidable porte d'entrée dans l'étude du latin et du grec, en tout cas des étymologies grecques et latines, et puis de la culture gréco-romaine en général, aussi bien la culture mythologique que historique même, et que la civilisation. Donc voilà, c'est parti comme ça. J'ai préparé 2 séances de cours, et puis l'été qui a suivi, quand j'ai voulu un peu approfondir le cours en me disant il y a encore des choses à dire, j'ai beaucoup travaillé et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à dire que ça méritait un livre. Donc, en gros, les 3 directions, les 3 portes d'entrée que Harry Potter peut représenter dans ma discipline, la première, c'est tout simplement que, vous le savez,
les sorciers parlent latin. Lorsqu'ils lancent des sorts, lorsqu'ils choisissent des mots de passe, par exemple pour les maisons de Poudlard, c'est en latin. Donc, il y a une espèce de familiarité de la culture sorcier avec l'Antiquité via la langue. Et donc, tout simplement, lorsqu'on étudie les formules magiques, les mots de passe, Fortuna Major, Caput Draconis, la devise de Poudlard, Draco Dormiens, Numquam Titilandus, on fait du latin. Et pareil pour les sortilèges. Alors, c'est un latin qui n'est pas toujours hyper rigoureux, mais enfin, qui la plupart du temps est tout à fait exact. J.K. Rowling, elle a étudié le latin et le grec. Donc voilà, c'est vraiment une porte d'entrée ludique dans le latin et le grec. Alors, l'autre porte d'entrée, toujours autour de la langue, c'est les prénoms des personnages. On aura peut-être le temps d'y revenir dans la discussion, mais Albus Dumbledore, Rubeus Hagrid, Severus Rogue, ce sont des prénoms latins qui ont une signification en rapport avec la biographie et le caractère du personnage. Donc, ce n'est pas seulement du latin pour faire beau, c'est du latin qui est signifiant. Albus, il est blanc, c'est la pureté morale. Rubeus, rouge, c'est Hagrid le rougeau. Severus Rogue, c'est vert, etc. Donc là encore, J.K. Rowling s'est amusée en fait à organiser des échos entre les noms qu'elle choisissait pour les personnages et leurs caractéristiques. Et puis, elle crée aussi beaucoup de néologismes à partir de racines grecques et latines. Donc vraiment, à partir de Harry Potter, on peut faire du latin et du grec de manière parfaitement sérieuse. Donc, première porte d'entrée, j'allais dire. Et puis, la deuxième porte d'entrée, c'est évidemment qu'il y a énormément de noms de personnages de Harry Potter qui sont des transpositions ou des références directes à des héros, des dieux, des monstres de la mythologie gréco-romaine. Touffu, c'est Cerbère. Argus Rusar, c'est le monstre Argus qui a des yeux sur tout le corps. Minerva McGonagall, la déesse Minerve. La liste est immense, enfin, elle est très très longue. Et à chaque fois, là encore, porte d'entrée vers des histoires mythologiques, des monstres, des personnages historiques aussi, gréco-romains. Et là encore, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un système de référence qui est là pour faire beau, pour faire cultiver. Non, à chaque fois, il y a une corrélation entre le personnage et le personnage gréco-romain auquel il fait référence. Un exemple tout bête, Minerva McGonagall, la déesse Minerve, c'est une déesse vierge, célibataire, qui a un maintien extrêmement austère, qui se tient très raide. Donc là, on retrouve des caractéristiques du professeur McGonagall. Minerve, c'est l'acolyte de Zeus, c'est l'enfant préféré de Zeus, à qui il délègue une partie de son pouvoir. Dans le microcosme de Poudlard, Albus Dumbledore, le directeur, qui est une image de Zeus, travaille avec Minerva McGonagall, qui est co-directrice. Et puis Minerva McGonagall, c'est une guerrière, c'est elle qui dirige la bataille de Poudlard à la fin, dans le dernier tome. Et évidemment, Minerve, c'est la déesse de la guerre. Donc voilà, on peut multiplier ce genre de corrélations qui font qu'il y a un réseau signifiant qui est extrêmement rigoureux dans l'utilisation des références à l'Antiquité que fait J.K. Rowling. Et puis la troisième porte d'entrée, c'est la civilisation gréco-romaine. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi ce système de référence à l'Antiquité si systématique dans la saga Harry Potter? C'est parce que J.K. Rowling veut créer l'illusion d'une culture sorcière qui plonge ses racines dans l'Antiquité. C'est-à-dire que dans la liste des sorciers célèbres qui apparaissent sur les cartes de Choco-Grenouille, vous avez Circé, par exemple, où vous avez des devins comme le devin Mopsus. Ce sont des personnages mythologiques. Et l'illusion que crée J.K. Rowling, c'est que la culture sorcière, elle a ses origines, elle a ses racines dans cette antiquité lointaine. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on trouve dans le système social des sorciers des pratiques ou des éléments qui semblent directement hérités de l'Antiquité et légèrement modifiés. Alors, 2 exemples parmi beaucoup d'autres. L'atrium du ministère de la magie. L'atrium, ça fait référence à la pièce dans les maisons romaines qui était la pièce centrale où il y avait le feu qui était fait. Et l'atrium ça veut dire noir à terre en latin. L'atrium s'appelle comme ça parce que les murs étaient noircis par le feu
le feu du foyer domestique. L'atrium du ministère de la magie, il est très noir, très sombre, et puis il est garni de cheminées par laquelle arrivent les gens, les sorciers qui travaillent au ministère. Donc vous voyez une espèce de transposition assez maligne qu'a fait J.K. Rowling. Autre exemple, et j'en finirai par là, le processus d'affranchissement des elfes. Pour affranchir un elfe de maison, on lui donne un vêtement. Dans l'Antiquité, notamment, on peut lui donner par exemple des bonnets. D'ailleurs, Hermione, qui veut libérer les elfes, tricote des pièces de vêtements, dont des bonnets informes qu'elle dispatche un petit peu partout dans la salle commune de Gryffondor. Et bien dans l'Antiquité, les affranchis, les esclaves affranchis romains, recevaient un bonnet phrygien que leur donnait leur maître et qui était le signe de leur affranchissement, le signe social de leur affranchissement. Donc vous voyez que là encore, J.K. Rowling joue avec tout ce qu'elle sait de la civilisation gréco-romaine et qu'elle va le transposer dans son univers romanesque à elle. Et puis, pour finir, évidemment, tout ce système de référence, c'est bien pratique quand on veut faire un cours sur Harry Potter à l'université parce qu'il est très facile de mettre en parallèle des passages de la saga avec des extraits de la littérature gréco-romaine. Harry qui joue de la flûte pour adoucir Touffu, eh bien c'est Orphée devant Cerbère. On a des descentes aux enfers de l'Antiquité qui peuvent être mises en parallèle avec des scènes où les héros eux aussi descendent dans les profondeurs du sous-sol. On a aussi des parallèles très nombreux puisque Harry Potter est un roman épique avec des passages de l'Iliade, notamment le combat d'Achille contre Hector ou la mort de Patrocle, etc., qui ressemble à celle de Cédric Diggory. Donc, vous voyez que voilà, c'est une sorte de réservoir foisonnant Harry Potter qui permet, en tout cas, qui est une espèce de cadeau, de pain béni quand on est un enseignant de lettres classiques pour faire découvrir l'Antiquité aux étudiants. Voilà, j'en ai fini avec cette brève présentation. J'espère que je n'ai pas été trop longue et je vais passer la parole à Valère Endior qui va vous parler, lui, du droit. Voilà. Merci beaucoup, Blandine. Non, tu n'as pas été trop longue et c'était évidemment passionnant. Je connaissais certains aspects de ta démarche, mais on en découvre à chaque fois d'autres au fil de nos échanges. Alors, tout d'abord, je tiens à excuser mon comparse, on est un peu Fred et George Wesley, Nicolas Rousseau, avec qui j'ai copiloté le projet Harry Potter et le droit, qui est devenu le droit dans la saga Harry Potter. Voilà, donc j'aurais voulu qu'il soit à mes côtés, mais il avait des engagements ce week-end et malheureusement, il ne pouvait pas être des nôtres. Mais il vous salue tous et il a hâte de voir la vidéo. Alors, je pense que la trajectoire qui a été suivie dans notre cas est assez différente de celle de Blandine. Toi, tu es vraiment partie de l'enseignement, d'exemples, d'illustrations, quasiment du case study à faire avec tes étudiants. Nous, c'est parti justement de la volonté de faire un cadeau aux étudiants de façon plus générale. Tout a commencé en 2015. Nicolas et moi sommes juristes de formation. Moi, je suis universitaire, lui n'est pas universitaire, mais en gros, on se rend compte qu'on a un intérêt commun pour la saga. J'ai grandi en lisant, en tant qu'adolescent, les tomes d'Harry Potter. Et au fil d'une discussion dont on a déjà parlé, il me semble, avec Marjolaine et Alix il y a quelques mois, on s'est dit, en fait, il y a des Nord-Américains qui, depuis un certain nombre d'années, travaillent sur le droit, la fiction, dans différentes œuvres, cinéma, séries, bande dessinée, même le jeu vidéo. Voilà, il y a beaucoup d'études qui ont été menées même sur la littérature de manière plus générale. Et on avait vu qu'il y avait un ouvrage qui s'appelait The Law in Harry Potter, The Law of Harry Potter, donc en anglais, mais qui n'était pas vraiment une analyse de l'univers, mais plutôt, une utilisation de l'univers de ces personnages pour expliquer des règles de droit. En fait, c'est comme si un manuel avait été réécrit en utilisant les personnages et les situations pour expliquer des règles de droit. Et on s'est dit, tiens, c'est assez intéressant. Scientifiquement, il y a vraiment une démarche pédagogique. C'est sûr qu'un étudiant en droit américain va avoir envie de lire cet ouvrage et il va comprendre certaines choses. Mais ce qui nous intéressait, c'était peut-être d'essayer plutôt d'analyser l'univers d'Harry Potter, la société, les institutions, les règles, les exceptions, et de voir si on pouvait y déceler une forme de cohérence. En gros, si on pouvait constater l'existence d'une sorte
d'ordre juridique tel que celui dans lequel on vit en France, dans d'autres pays. Et c'est vrai que c'est parti de là, on a essayé d'identifier un certain nombre de thématiques. On n'était pas à ce stade du tout en train d'envisager de créer le site internet, et on s'est dit, bah, tiens, il y a quand même pas mal de choses, il y a le fonctionnement du ministère, il y a les règles qui sont relatives au déplacement, il y a les règles relatives à la majorité, la trace, et donc on se retrouve un joli dimanche après-midi à faire une liste de thématiques comme ça, et on sentait qu'on allait en faire quelque chose, mais on ne savait pas trop quoi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une liste de thèmes assez ouverte. Et puis, on sollicite des gens de notre entourage, des universitaires, des avocats, des juristes de manière générale, pour, en gros, prendre en charge ces thématiques. Et aussi pour nous en proposer. Et on a eu pas mal de propositions. Et ça a fini par devenir ce site Harry Potter et le droit qu'on a publié en 2015. L'idée étant vraiment de faire quelque chose de sympa, plutôt destiné aux étudiants, mais par contre en analysant l'univers d'Harry Potter. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec une liste de thématiques. Alors, je ne vais pas vous donner la liste complète parce qu'elle est assez longue. La question de la liberté de circulation, l'essor impardonnable, les institutions, la coopération internationale, la protection de la faune, de la flore, des créatures magiques, le statut de Poudlard, la question du renseignement. La question de l'état d'urgence aussi, parce que mine de rien, on a dans Harry Potter une situation qui est assez proche de celle qu'on a pu vivre à partir des années 2015. Et voilà, donc évidemment, le Magen Maggot, le fonctionnement de la justice, les droits de la défense, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une variété de questions juridiques qui se posaient. Et c'est à partir de là que, évidemment, on a dû se poser pas mal de questions, et on arrive un peu à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de la démarche. Moi, j'étais universitaire, je n'étais pas encore titulaire, je venais de sortir de ma thèse. On savait très clairement que le projet était destiné à être publié en ligne, mais la question s'est vraiment posée de savoir si on utilisait simplement Harry Potter comme outil pour faire comprendre à des étudiants en droit et même à des non-juristes un certain nombre de règles. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'administration, qu'est-ce que c'est un contrat, est-ce que la baguette magique est un bien, ou est-ce qu'on essaie de se positionner comme des juristes du monde des sorciers et en gros d'analyser le monde des sorciers de l'intérieur. Donc en gros, pas simplement utiliser la fiction pour décrypter le droit français. Et on a décidé plutôt de suivre la deuxième démarche, donc d'essayer de comprendre, d'identifier les fondements de la société des sorciers. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés, à travers les publications qui ont été rédigées par des gens qui ont été franchement extraordinaires. Ils ont fait des billets qui, dont la longueur allait de 2 à 4 pages. On a vraiment été amené à analyser les règles, les pratiques, les coutumes, les institutions, les mécanismes conventionnels, les processus judiciaires. Et donc concrètement, on s'est dit, bah voilà, si on devait écrire un livre de droit de la Société des sorciers, à quoi ressemblerait-il? Et ça a tellement bien marché que finalement, quelque chose qui était plutôt destiné à faire plaisir aux étudiants à une époque qui était, je crois, l'époque de Noël, donc l'idée, c'était un site internet en guise de cadeau, qu'on a décidé d'en faire un livre et d'approfondir cette démarche. Alors, je ne vous cache pas, et je ne vais pas être trop long non plus, je ne vous cache pas que, évidemment, on s'est posé un certain nombre de questions. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Tout d'abord, c'est celle de la manière dont ce projet serait reçu. Quand c'était un site internet, les gens trouvaient ça plutôt sympa, ça faisait sourire, c'était quelque chose d'assez éphémère. Et à partir du moment où, moi, devenu professeur, je décide de lancer un ouvrage et de dire aux gens qui ont contribué au site, voilà, écoutez, peut-être qu'on va en faire un livre. Attention, à un moment donné, ça veut dire qu'il va y avoir mon nom associé à Harry Potter sur les étals d'une librairie juridique. Et puis je pense que l'équipe de la Gazette qui est entrée dans une librairie juridique au moment de la sortie a pu constater que c'était un ouvrage qui faisait presque tache, tout violet avec des lettres en or, dans une librairie dans laquelle on a plutôt des codes rouges, des livres bleus et autres. Et puis en fait, on s'est lancé et globalement, le projet a été bien reçu. On a pas mal de juristes qui ont suivi en disant bah ouais, c'est plutôt cool, on va en parler à nos étudiants. On a beaucoup d'étudiants en droit qui nous ont dit qu'ils avaient compris certaines règles, certains mécanismes juridiques qu'ils n'arrivaient pas à saisir autrement que par le biais d'Harry Potter. Donc c'était un peu notre objectif. Et ce qui nous a vraiment fait plaisir, c'est qu'à un moment donné, on a même eu un tweet et une publication Facebook du ministère de la Justice qui a recommandé l'ouvrage, ce qui était vraiment une bonne surprise.
Et donc voilà, on est assez content que ce projet ait été bien reçu. Ce que je tenais toutefois à préciser, c'est que même si on a fait preuve d'une grande rigueur dans la préparation de cet ouvrage, je pense que voilà, comme Blandine, comme Gaëtan Boulanger qu'on a rencontré en septembre, il y a eu un travail rigoureux de recherche de la part de chacun des contributeurs. On a relu tous les livres, on a revu les films, on a regardé les sources Internet, et concrètement, on est parti du principe que ce n'est pas parce que c'était un ouvrage sur Harry Potter qu'on oubliait qu'on était des juristes, des universitaires, des avocats, des magistrats, et même une gendarme qui a participé à l'ouvrage. Et donc concrètement, on s'est contraint à respecter les canons attendus de notre discipline, en se disant, comme on fait un bouquin sur le droit et Harry Potter, on doit être encore plus rigoureux, plus exigeant qu'on le serait sur un ouvrage qui serait beaucoup plus classique. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il est important de préciser. Pour autant, et mes étudiants pourront en témoigner, Harry Potter n'est pas un outil d'enseignement, contrairement à Blandine. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas forcément recherché à utiliser Harry Potter dans les enseignements, même si parfois je me fais peut-être une blague ou deux sur le sujet. Donc voilà pour cette petite présentation que je voulais faire. J'espère ne pas avoir été trop long. Et puis, je suis vraiment très content d'avoir l'occasion d'échanger avec vous tous. Alix, Marjolaine, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci. Alors déjà, on invite du coup tout le monde à utiliser le chat, hein. Surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Nous, on en a préparé pas mal, donc donc il n'y a pas de problème. Mais l'avantage aussi d'avoir ce format-là par rapport à nos podcasts habituellement, c'est qu'on a un public qui peut poser des questions, donc c'est super. Donc Alix va garder un œil sur le chat, mais va aussi intervenir, compléter les questions qu'on a préparées ensemble. Alors déjà, pour replacer, on l'a déjà dit un peu en introduction, mais bon, Alix et moi avons des formations universitaires aussi, plus ou moins, enfin dans des secteurs différents. Mais là, c'est vraiment en tant que fan curieuse et passionnée qu'on analyse en fait Harry Potter et qu'on anime Aspic, donc qui nous donne l'occasion de rencontrer des universitaires qui du coup croisent leur spécialité avec la saga. Et du coup, là, on a déjà plus d'une vingtaine d'épisodes de sortie et ça nous a permis vraiment de commencer à comprendre un peu comment les démarches de fans et les démarches d'universitaires peuvent se croiser. Donc, ça a été un peu notre fil là, dans notre discussion, je pense. Et je voulais déjà commencer par une question qui, c'est un peu quelque chose de récurrent dans nos discussions avec les universitaires, puisque j'ai l'impression qu'un des débats qui fait se croiser souvent les fans d'Harry Potter en particulier et les universitaires, c'est la question du canon, enfin en gros du corpus, qu'est-ce qu'on utilise dans tout cet univers Harry Potter, ce monde magique, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on considère justement, Valère, tu parlais justement d'essayer d'étudier un monde cohérent, mais plus le monde s'étend, plus il y a des risques d'incohérence. Et donc, mais avant de ça, avant de parler de cet univers qui s'étend, je voulais déjà revenir sur qu'est-ce que vous prenez en compte en fait, l'un et l'autre, l'une et l'autre dans votre démarche. Est-ce que c'est que les livres? Je sais que Blandine, toi, tu utilises un corpus très très large. Tu utilises beaucoup de choses hors des livres même. Et donc oui, et là, ça rejoint les débats des fans sur qu'est-ce qui est canonique, qu'est-ce qu'on considère comme canonique. Il y a l'école de c'est que les 7 livres et rien d'autre. D'autres qui disent, bon, alors les films, c'est peut-être un canon qui se complète, qui est à part. Et puis d'autres qui disent tout ce qui sort de la bouche de l'auteur est canonique. Et d'autres qui disent maintenant, c'est plus possible de dire ça. Donc voilà, c'est pour ouvrir cette question sur le canon et dans une démarche universitaire, on veut quand même étudier un ensemble cohérent. Qu'est-ce qu'on utilise, quoi. Alors, je peux peut-être prendre la parole si tu permets, Valère. Moi, je me suis évidemment beaucoup posé la question et j'ai choisi une voie moyenne, c'est-à-dire que je pars du principe que ce qui est canonique, c'est ce qui est de la main de J.K. Rowling, ce qu'elle écrit.
Donc, ça m'a conduite à évidemment étudier tous les tomes, hein, les 7 tomes, mais aussi la bibliothèque de Poudlard, c'est-à-dire des livres publiés, donc le Quidditch à travers les âges, les animaux fantastiques et les contes de Biddle le Barde. D'autant que, pour le coup, c'est vraiment écrit en totale cohérence avec... ce sont des titres qui sont cités dans la saga, donc c'est écrit en totale cohérence avec les livres. Et puis, je me suis aussi intéressée à toutes les informations qu'elle donnait sur, à l'époque, le site Pottermore, c'est-à-dire des prolongements biographiques et des renseignements supplémentaires sur tous les personnages du canon. Et en revanche, lorsque j'avais affaire à des personnages qui étaient cités dans les écrits annexes, mais pas les écrits publiés, je les fais apparaître dans l'encyclopédie avec des entrées en minuscules, ce qui permet, de mon point de vue, de hiérarchiser quand même. Pour moi, il y a le canon qui correspond à ce qui est publié. Et ensuite, il y a ce que écrit J.K. Rowling. Et puis, je me suis quand même intéressée aux produits dérivés parce qu'ils sont développés en totale cohérence avec le système qu'elle a mis en place. Et je sais qu'elle garde un œil, notamment lorsqu'il s'agit d'inventer des nouveaux sorts, des nouvelles formules, etc. Donc, je trouve que c'était intéressant de s'y intéresser, mais pour moi, c'est en petite capitale. Donc, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie du canon de l'œuvre proprement dite. Et puis, il y a la question des animaux fantastiques. J'ai considéré que comme les films, ça n'était pas clos, moi, j'attends que tout soit terminé avant de voir s'il y a une cohérence que je juge suffisante pour éventuellement intégrer ça à l'encyclopédie. Pour l'instant, on en a beaucoup parlé avec Valère, hein, tu auras sans doute des choses à dire. Je ne suis pas tout à fait convaincue, mais surtout, je considère que ce n'est pas une œuvre close, c'est une œuvre en devenir, donc j'attends la fin pour voir ce qu'il en sera. Si la fin arrive, parce que là, vous avez vu que le rythme s'essouffle un petit peu. Là, je crois que c'est en 2022 qu'on va avoir droit au 3e film. Hein. Mais bon, est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout? Je n'en sais rien. Alors, donc, oui, voilà, j'ai fini, Valère, si tu... Oui, la question des sources, c'est là qu'on reconnaît notre côté académique. On s'est posé beaucoup de questions de méthode avant de commencer à travailler sur nos ouvrages respectifs. On a eu une véritable discussion avec Nicolas, on a eu beaucoup d'échanges téléphoniques, mails. Sur le site internet, on était resté sur une démarche assez simple consistant à citer, à effectuer des renvois au film ou au livre. On considérait que le livre faisait foi, mais que les films faisaient partie d'un ensemble cohérent, supervisé par J.K. Rowling. Et les choses étaient relativement simples. Donc, un système de citation qui permettait au lecteur de savoir si on s'appuyait plutôt sur le film, plutôt sur les livres. Avec le livre, on s'est véritablement posé la question des sources pertinentes. On a considéré, après discussion, évidemment, les livres et les films étaient relevés du canon. On s'est appuyé, comme Blandine, sur des sources quasiment estampillé J.K. Rowling, donc Pottermore, le Quidditch à travers les âges, les animaux fantastiques version livre. Le problème s'est effectivement posé des animaux fantastiques. Alors, bon, c'est peut-être le côté un peu puriste. Moi, j'ai grandi avec Harry Potter, donc en gros, pour moi, c'est vrai que la référence, ce sont les livres. Et puis, au niveau des animaux fantastiques, on a eu véritablement un doute. Pour une raison simple, c'est que il y a des considérations juridiques qui sont développées dans les animaux fantastiques, premier film, notamment sur l'existence d'un congrès de MACUSA des États-Unis, sur l'existence d'un mécanisme de coopération internationale entre les forces de l'ordre magique, hein, si vous me permettez l'expression. Et on s'est dit, oula, concrètement, on n'a pas assez de recul sur cette nouvelle saga pour la considérer comme une source pour nos travaux. Beaucoup de nos auteurs étaient un peu inquiets. Ils nous ont dit, est-ce qu'on est censé en tenir compte? Certains nous ont dit très honnêtement, bah voilà, moi j'ai lu les livres, mais en gros, j'ai pas envie d'intégrer les animaux fantastiques. Voilà. On a vraiment eu ces échanges-là et on a décidé de ne pas intégrer les animaux fantastiques
ce qu'on ne regrette absolument pas depuis qu'on a vu le deuxième film. Et voilà, je pense que ça fait aussi partie d'une démarche de gens qui sont un peu rigoureux scientifiquement, de se dire, bah voilà, quelle est notre base, quelle est notre méthodologie. Et donc concrètement, on s'est dit, bah, on va se limiter à ce qui nous permet de débaucher et puis de définir une réflexion cohérente. Et donc voilà, on n'a pas voulu prendre le risque de dynamiter de l'intérieur nos réflexions en utilisant des sources dont en fait, dont la pertinence dans la saga Harry Potter, dans l'univers qui a été créé par J.K. Rowling, est très très discutée. Hein. Je pense que là, sur les Marjolaine, Alix, vous êtes mieux placés que nous pour nous donner un aperçu des débats très animés que ça peut susciter. Mais donc voilà. Et puis je pense que c'est une question qui se pose pour toutes les œuvres, hein. Dès lors qu'il y a un remake, dès lors qu'il y a une suite, ça ne se limite pas à Harry Potter. Mais c'est vrai que parce que si on reparle un peu des parallèles entre fans et chercheurs universitaires, il y a, on sait que dans la démarche d'analyse, il y a aussi, il y a eu pendant la publication des livres et maintenant à nouveau avec les Animaux Fantastiques, toute la démarche d'analyse des fans qui vise justement à analyser tous les indices qu'on a maintenant pour un peu essayer d'anticiper ce qui va arriver après. Et donc j'imagine que d'un point de vue universitaire, c'est pas forcément la même démarche qu'on peut avoir, mais en même temps, il y a commencé à avoir des analyses universitaires alors que les derniers livres n'étaient pas sortis, mais j'ai l'impression que ça s'est quand même explosé après 2007, après que le dernier tome soit sorti, même si ça a commencé dès le début des années 2000. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a deux positionnements un peu différents là, de se dire on attend que ce soit fini pour l'analyser comme quelque chose de potentiellement cohérent ou pas, on verra. Moi, je tiens à glisser quand même que je suis une grande défenseuse des Animaux Fantastiques. J'adore cette saga et j'ai énormément d'espoir pour la suite. Donc voilà, je veux tenir quand même à défendre cette... Et notamment pour les thématiques que ça aborde. On parlait les références historiques, là, on parlait du juridique, je sais pas, je ne m'y connais pas assez, mais en tout cas, niveau moral aussi, niveau philosophie morale, et du coup, voilà, j'ai beaucoup d'espoir que ça va susciter des analyses aussi, aussi intéressantes. Mais je veux poser du coup la question, peut-être par rapport à d'autres univers de fiction. Euh, Comment on se positionne en tant que chercheur ou fan, nous maintenant aussi, les deux, on se pose les mêmes questions dans un univers en extension, en fait, où il y a aussi maintenant des auteurs différents. J.K. Rowling est toujours très présente, mais on sait qu'elle n'est pas la seule, enfin, elle sera d'ailleurs de moins en moins la seule à écrire les Animaux Fantastiques. Et il y aura du contenu, il y a de plus en plus, il y a déjà du contenu au niveau des jeux vidéo, mais il va y avoir de plus en plus de contenu qui se déroule dans cet univers, donc qui doivent être cohérents avec le reste, mais qui sont écrits par d'autres personnes. Et Donc, par exemple, la pièce de théâtre, où on sait qu'ils sont 3 auteurs, enfin, ils ont été 3 à travailler dessus. Et puis après, les comédiens apportent aussi leur propre interprétation, vont improviser. Et donc, on n'est plus dans le cas d'un auteur unique qui domine un peu le. Et là, du coup, c'est vrai qu'en préparant, on avait commencé enfin, moi, tout de suite, je pense à Star Wars, où c'est une autre franchise que j'apprécie énormément, notamment pour le côté foisonnant de plein de façons de raconter des histoires différentes, de choses qui s'agglomèrent de plus en plus, qui explorent plein de pistes, etc. Au-delà des films, hein, je parle des séries animées, séries live maintenant, etc., les BD, les romans. Et donc, je me demande du coup s'il y a comment on se place en fait en tant que chercheur Est-ce que c'est quelque chose de foncièrement différent d'étudier un, roman, une série de romans clos, ou d'étudier quelque chose qui a plusieurs auteurs, qui part dans plein de directions différentes. Et dont on voit pas la fin aussi, du coup. Oui, et qui n'aura pas de fin a priori. Moi, je veux bien donner un élément de réponse. Moi, le fait qu'il y ait plusieurs auteurs n'est pas quelque chose qui me gêne en soi. En revanche, je pense que c'est la cohérence en fait qui fait C'est-à-dire que et c'est aussi pour ça que j'ai actuellement une réserve à l'égard des Animaux Fantastiques, c'est-à-dire des films. C'est qu'on sait que J.K. Rowling, avant de commencer à écrire la saga, elle a passé des années à construire son univers, à bâtir un plan.
et qu'elle allait dans une direction très précise. Quand elle a écrit la première ligne du tome 1, en gros, elle savait, j'en ai même des preuves à travers les noms qu'elle a choisis pour les personnages, etc. Elle savait comment ça allait finir. Son univers était bâti de façon cohérente. Je crois que les animaux fantastiques, elle ne sait pas exactement où elle va. En tout cas, on sent qu'il y a quand même un peu de mou dans la corde à nœud, hein, que c'est pas. Et puis en plus, on est typiquement dans un médium, le cinéma, où il y a tellement de considérations d'argent, de temporalité, le format d'un film qui ne doit pas excéder en gros 2 heures et demie maximum, fait qu'il y a tellement de contraintes que je pense que la cohérence reste un pari. Donc, je ne suis pas sûre que quand les 5 films seront terminés, on sera face à une œuvre cohérente. Et moi, c'est uniquement ça qui est ma pierre de touche. C'est-à-dire que si, quand la série est finie, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de pensé, que certains éléments du deuxième film annoncent des choses qui seront dans le cinquième, etc., j'y vais à fond. Mais je crains qu'on s'achemine vers quelque chose qui est comme une hydre qui s'étend dans tous les sens et puis qui finit par se diluer, un petit peu comme Star Wars, depuis qu'ils sont en train d'exploiter la franchise. Là, ça devient un peu n'importe quoi. Donc, Je ne suis pas d'accord. Non, mais après, c'est vrai que... Après, je trouve, c'est vrai que Star Wars, c'est un bon exemple. Alors, il n'y a pas que je vois qu'il y a, voilà, il y a plein d'univers qui ont échappé à leurs créateurs et qui sont en train de se transformer en de véritables écosystèmes. Peut-être que Perrin Plouinec et Quentin Pluart, qui ont travaillé respectivement sur Game of Thrones et sur Star Wars, voudront en dire un mot tout à l'heure, hein, sur la méthode qu'ils ont décidé de suivre. En gros, à un moment donné, on se demande si on n'a pas à faire de la fanfiction. C'est-à-dire que la seule différence entre ce qu'on pourrait qualifier de fanfiction et puis ce qu'on appelle l'univers étendu, c'est peut-être la validation octroyée, alors soit par l'auteur, soit par les studios, soit par les maisons d'édition. Et par certains aspects, les animaux fantastiques commencent à ressembler surtout à une très bonne fanfiction, bien menée, avec des personnages qui s'intègrent, hein, dans la mythologie potterienne. Mais il est vrai que pour réaliser un produit fini, un objet fini, un ouvrage, donc, qui reste quand même un objet, un outil d'étude, il est difficile de s'appuyer sur un processus qui est manifestement en cours. Alors, je ne dis pas que une fois que le cinquième film sera sorti, on ne va pas faire une deuxième édition du droit dans la saga Harry Potter. Alors, est-ce qu'on l'appellera toujours le droit dans la saga Harry Potter? Il faudra qu'on en discute avec Nicolas. Mais encore une fois, comme le disait Blandine, à condition qu'on constate que ce qui a été construit patiemment pendant 5 ans finit par trouver une forme de cohérence. En gros, que malgré peut-être certaines distorsions entre la saga d'origine et puis cette nouvelle saga, bon, on a une trame qui semble tenir la route. Et voilà, pour l'instant, je ne suis pas sûr que ce soit si évident que ça. Je prendrais simplement l'exemple de Nagini. Voilà, Nagini, l'apparition de Nagini dans les Animaux Fantastiques a suscité, j'ai vu sur Twitter des levées de boucliers. Je ne suis plus trop dans la communauté de fans, mais par contre, de temps en temps, je regarde un peu par curiosité. Et c'est vrai qu'on se dit, oula, on va avoir encore d'autres surprises comme ça. Donc, on va peut-être pas s'appuyer sur ces sources, et puis on verra dans quelques années si on peut en faire quelque chose. Mais pour l'instant, ça n'inspire pas forcément confiance en termes de cohérence. Et j'insiste vraiment sur la cohérence. Et c'est vrai que je repensais à ce que Blandine disait sur le fait que sur un film, il y a beaucoup de questions de budget et de technique, etc. Et c'est vrai que dans ce deuxième film, il y a un exemple, je pense, qui est très parlant, c'est que on a ce moment qui apparaît, fait beaucoup scandale, où on voit des personnes transplaner dans l'intérieur de Poudlard, alors que c'est techniquement impossible. Et en fait, si on regarde le livre scénario du film, c'est pas écrit qu'ils transplanent, ils disent juste qu'ils marchent dans Poudlard. Et en fait, c'est un choix de la réalisation de dire, bah, en fait, il faut quelque chose de visuel qui accroche, donc ils vont transplaner plutôt que juste marcher. Mais du coup, au dépend d'une règle de magie, de fonctionnement de l'univers qui a été établie à l'origine dans les livres. Et donc, c'est vrai que du coup, il y a ce choix-là qui est fait. euh, qui n'est pas cohérent du coup avec l'œuvre d'origine et par rapport aux règles de l'univers en lui-même. Donc ça crée...
Oui, alors après, il y a aussi le fait qu'elle a été obligée, J.K. Rowling, de modifier le canon pour pouvoir intégrer certains éléments. Elle a rajeuni, enfin non, elle a vieilli McGonagall, hein, qui apparaît comme une jeune femme dans Les Animaux Fantastiques, ce qui n'est pas cohérent avec la chronologie des romans. Et donc, ça fait toujours, moi je trouve, un petit pincement au cœur quand on est obligé de détruire, enfin d'abîmer un peu ce qui a été fait dans un premier ensemble qui est brillant de cohérence et de qualité pour arriver à récupérer des éléments dans une série de films qui, malgré tout, reste quand même, je trouve, un petit peu en deçà, quoi. C'est pas faire insulte à J.K. Rowling que de le dire. Donc, bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'entorses au canon dans la suite, parce qu'à force, c'est dommage, quoi. C'est comme un mauvais... quand on a le 2, vous savez, les bronzés font du ski, puis les bronzés font du ski 2, et que le deuxième est tellement mauvais qu'on en est triste, hein. Sex and the City, le film, après la série, on est juste consterné. On préférerait que ça n'existe pas. Donc j'espère que c'est pas ça que nous donnera comme impression Les Animaux Fantastiques quand la série sera terminée. Alors, on a une question dans le chat de Yanis qui demande est-ce que vous n'avez pas l'impression que Voldemort est une figure de l'hubris? Si on y pense bien, sa quête de l'immortalité vient de son désir d'être au-dessus du commun des mortels, un petit peu comme le mythe d'Icare. C'est pour Blandine. D'ailleurs, je connais Yanis. Oui, oui, effectivement, Voldemort, dans la saga, c'est une incarnation de l'hubris, c'est-à-dire de ce désir d'être au-dessus du commun des mortels. Et sa quête d'immortalité, très clairement, ça fait de lui un peu un double de Sisyphe, hein, le héros qui veut vaincre la mort, et puis, ça fait aussi de lui le double de Prométhée. Prométhée, c'est une figure dans la mythologie qui est une figure de bienfaiteur, hein. C'est lui qui offre le feu aux hommes. Mais Prométhée, c'est aussi celui qui veut prétendre à des pouvoirs et à des techniques qui, normalement, devraient rester inaccessibles des hommes. Donc, c'est une figure hyper ambiguë. Et donc, oui, Voldemort, c'est une pure incarnation de l'hubris. Et d'ailleurs, à la fin du roman, vous vous souvenez quand il y a cette scène dans un double de la gare, cet univers tout blanc où Harry se trouve projeté durant son coma à la suite de son affrontement avec Voldemort dans la forêt interdite. Il rencontre le fantôme ou l'âme de Dumbledore et puis il voit qu'il y a une espèce de petit personnage tout rabougri, tout souffrant, tout supplicié. Et en fait, c'est un avatar de Voldemort. En fait, ce qu'il est en train de voir, c'est l'âme de Voldemort qui ressemble à une âme de supplicié dans cet au-delà. Et donc, Voldemort, il est puni de son hubris par cette espèce de dénaturation de son âme et il est assimilé à la fin à un supplicié des enfers, exactement comme Sisyphe est devenu un supplicié des enfers. Donc, là encore, elle joue beaucoup avec les codes mythologiques, J.K. Rowling, pour suggérer justement que Voldemort s'est voué à une sorte de damnation dans un au-delà infernal parce que justement, il a prétendu incarner, il a voulu dépasser en quelque sorte la condition normale du sorcier mortel qu'il est. Très bonne question, Yanis. Oui, c'est vrai. C'est vrai que souvent le personnage de Voldemort inspire vraiment des analyses. Je sais que récemment avec Alix, en ayant suivi la Harry Potter conférence, qui est la grande conférence anglophone des chercheurs qui travaillent sur Harry Potter, on a eu vraiment des présentations sur ce que représente Voldemort au niveau de la morale, au niveau de la politique, etc. Et à chaque fois, on peut aller plus loin, on peut le réactualiser, et ça me fait une super transition avec la question. J'ai même pas fait exprès, mais ça marche bien avec la suite de ma question, puisque bon, là, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on a dit d'un univers qui s'étend. Là, si on revient vraiment sur la saga des sept tomes, cette œuvre-là qui est finie, c'est quand même une œuvre qui a déjà 20 ans, en tout cas pour la première partie des livres. Et bon, alors je sais que du point de vue des cultures antiques, ça semble pas
spécialement vieux. Mais bon, je pense que voilà, 20 ans, c'est quand même déjà pas mal pour déjà considérer que c'est quelque chose qui a été produit dans un contexte qui a été lu pendant 20 ans et qui, du coup, au fil de ces 20 ans, le monde a aussi changé et on a pu avoir des lectures différentes. Et du coup, encore une fois, une citation qu'Alix avait retenue de la Harry Potter conférence, qui était qu'au final, la fiction et le rapport qu'on entretient avec elle nous permet de mesurer à quel point notre monde évolue. Donc, en fait, dans la manière dont on les lit, dont on lit Harry Potter en 2020, en 2021, ou la manière dont on le lisait en 2001, ou même en 2007, il y a des choses qui changent déjà. Donc, je voulais déjà poser la question à Valère d'un point de vue justement des institutions politiques et juridiques. Je sais que tout à l'heure, tu as parlé de l'état d'urgence. Peut-être que le fait qu'on l'a vécu nous-mêmes, ça nous fait lire différemment la saga. Mais est-ce que tu as d'autres exemples de choses, soit qui sont devenues d'actualité depuis que la saga est sortie, que les livres sont sortis, ou alors des choses que vous avez vues vraiment comme plus symptomatiques de la fin des années 90, début 2000, et qui sont maintenant moins d'actualité? Alors, c'est effectivement une très bonne question. C'est vrai que quand on lit Harry Potter en étant adolescent et puis quand on relit Harry Potter en ayant fait des études de droit international, parce que ma spécialité, c'est le droit international, mais je suis avant tout juriste, un publiciste, on perçoit des choses dont on se demande si elles ne sont pas une critique à peine voilée d'un système politique donné ou de certains faits internationaux. Alors, bon, déjà, ce qui est certain, c'est que la saga Harry Potter est clairement une œuvre du XXe siècle et qui est le résultat d'un intérêt marqué de J.K. Rowling pour l'histoire européenne, pour l'histoire des démocraties européennes. Hein. On sait qu'elle a passé du temps au Portugal, on se pose des questions sur ce que Harry Potter peut révéler justement de son intérêt pour l'histoire du XXe siècle. On se demande parfois si Voldemort ne serait pas un franquiste ou tout simplement une figure hitlérienne. Hein. Il y a tout ce discours justement sur la pureté du sang qui évidemment fait écho à ces périodes. Il y a aussi concrètement une critique des organisations politiques, des systèmes politiques contemporains, avec un ministère pléthorique, le ministère de la magie, qui en réalité, le ministère de la magie, c'est un gouvernement, mais on avait fait la liste hein, avec Nicolas et avec les auteurs, on a des centaines de départements dont on ne sait pas nécessairement à quoi ils servent, dont on se demande s'ils sont particulièrement utiles. Et puis d'ailleurs, lorsque Harry, Hermione et Ron arrivent au ministère, ils ont quand même l'impression que ça va dans tous les sens, que vraiment on a du mal à identifier une forme de rationalité dans la manière dont le monde des sorciers est gouverné. Le ministre de la magie est quand même une personnalité politique particulièrement antipathique qui cède assez rapidement, assez facilement aux passions populaires, qui essaie de rassurer, en tout cas qui est souvent dans le déni. Et donc, c'est sûr que lorsqu'on regarde toute cette société, on se dit, bon, il y a une critique à peine voilée d'un certain nombre d'organisations politiques, d'un certain nombre de mouvements, d'un certain nombre de courants, et sur ce point-là, il n'y a pas de doute. Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, un exemple qu'on a peut-être mentionné dans le livre, c'est que les sorciers ont l'air d'être un peu plus évolués que nous du point de vue de la coopération internationale, parce qu'on apprend que la Confédération internationale des sorciers existait bien des siècles avant que l'Organisation des Nations Unies ait été créée, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Et J.K. Rowling avait répondu à une question sur Twitter il y a quelques années, vous avez dû voir passer ça. On lui demandait si la Confédération internationale des sorciers était inspirée des Nations Unies, et elle avait répondu assez naturellement, oui, c'est la différence, c'est que ce sont les sorciers, ils l'ont créé beaucoup plus tôt. Donc, il est vrai que J.K. Rowling, outre l'inspiration tous les éléments qu'elle a pu tirer de la mythologie, ce que Blandine explique beaucoup mieux que moi,
est aussi une femme du XXe siècle et manifestement quelqu'un qui a été intéressé par l'histoire contemporaine et par un certain nombre de faits qui ont affecté nos sociétés. Alors, pour répondre à la deuxième partie de la question, je vais essayer de pas être trop long, est-ce que certaines choses qu'on lit ou qu'on voit dans Harry Potter se sont produites d'une manière ou d'une autre après sa publication? Donc, Harry Potter, je rappelle, c'est censé se dérouler dans les années 90. Euh, bah, je trouve que les derniers tomes avec la situation de l'état d'urgence et les mesures concrètement des mesures liberticides qui sont présentées dans les derniers tomes, limitation des déplacements, utilisation de tous les moyens de renseignement, nécessité de justifier de sa présence, un système d'alarme qui est placé au préolard pour vérifier que personne ne transplane. Alors, on lit ça en 1990, non peut-être pas, c'est un peu trop tôt, on lit ça au début des années 2000, on se dit bon, c'est quand même un peu abusif. On arrive en 2015, instauration de l'état d'urgence en France, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, on se dit ah oui, tiens quand même, limitation de l'accès à certains bâtiments, pouvoir étendu de certaines administrations ou de certaines autorités, que ce soit en France ou même dans d'autres pays, pour surveiller certaines communications. Et puis, c'est vrai qu'on se dit, ah tiens, finalement, l'état d'urgence, c'est pas une spécificité du monde Harry Potter. C'est un mécanisme d'exception qui peut être mis en place dans n'importe quel système politique lorsqu'une menace caractérisée, donc le terrorisme, crise sanitaire. On est dans une sorte, il ne faut pas oublier qu'en ce moment, on est dans une forme d'état d'urgence, état d'urgence sanitaire. Donc, lorsqu'une une crise, ou en tout cas une menace, représente un danger pour les institutions, pour la stabilité d'un État et pour la population. Donc, c'est vrai que de lire Harry Potter en 2020, ça fait quand même réfléchir. On se dit, tiens, voilà, il y a peut-être des phénomènes qui se répètent et moi, j'en suis convaincu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis convaincu que J.K. Rowling a créé cet univers en s'inspirant de différents systèmes politiques européens, pour l'essentiel. Les Britanniques, bien sûr, mais pas que. On reconnaît des éléments du Portugal, de l'Espagne. Voilà. Et j'espère avoir répondu à la question. Bah oui, oui, totalement. Et du coup, pour rebondir avec Blandine, parce que tout à l'heure, tu disais aussi que par rapport à... Enfin, il y a aussi cette tentative de créer une culture sorcière euh, cohérente et qui est notamment beaucoup d'inspiration dans la mythologie gréco-latine. Du coup, ça fait... Puis, en fait, c'est assez étrange, cette culture sorcière, parce que d'un côté, elle est en avance sur certains points dans le déroulement historique de l'histoire de l'Europe, par exemple. Et dans d'autres, elle est archaïque dans certaines, dans son attachement au latin, qui rappelle plus le Moyen Âge peut-être, ou certaines périodes de la fin du Moyen Âge ou de la Renaissance, avec l'école, la manière dont fonctionne Poudlard. Donc, on a une espèce de mélange de références plus anciennes et d'analyse contemporaine et d'incorporation d'analyse contemporaine de politique, etc. Et du coup, je me demande si c'est ce mélange-là qui permet aussi de rendre ça un petit peu plus, j'allais dire intemporel, mais oui, en tout cas un peu moins daté au moment où ça a été écrit au final. Oui, je crois que c'est ça qui est assez génial et qui fait que Harry Potter a vraiment tout pour devenir un classique. C'est que la société des sorciers, elle se développe en dehors de ce que les Moldus appellent le progrès, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas l'électricité, ils sont complètement, ils ne savent pas utiliser la technologie. Donc, il y a un côté un petit peu hors du temps. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez réussi dans les adaptations cinématographiques, c'est la mode chez les sorciers. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la mode des années 90 dans lesquelles c'est censé se dérouler, ils sont un petit peu décalés. Et pour en revenir à la rencontre entre Harry Potter et le monde moderne. En fait, ce qui est assez intéressant, je suis en train de me pencher un petit peu là-dessus parce que j'ai ce projet dont je vous avais parlé d'écrire un livre sur la monstruosité dans Harry Potter.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que tout le système de la mythologie gréco-romaine s'adapte particulièrement bien à un thème qui est central dans la saga Harry Potter, qui est qui est la transposition en fait de toute la montée du nazisme, le rapport, le racisme, la persécution des Juifs, etc. Toutes ces questions raciales qui ont mené à la Deuxième Guerre mondiale et qui sont actuellement réactivées par la montée des nationalismes en Europe, et puis toute la question raciale aux États-Unis. Enfin, voilà, c'est une question qui est complètement centrale dans notre monde contemporain. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le système mythologique hérité de l'Antiquité permet à J.K. Rowling de replacer cette question au cœur de sa saga. Parce qu'on a une classification des êtres, on a des êtres. Alors, on a toute la question du statut du sang dans le monde des sorciers, la statue des hybrides. Hagrid, c'est un hybride de géants et de sorciers. On a toute la question du droit du sang, des mariages mixtes, etc. Eh bien, la présence d'êtres hybrides comme les centaures, à qui on donne un statut juridique particulier au sein de cette société qui est une société de caste et de ségrégation. Donc la question du statut des gobelins, des êtres intelligents, des mariages interraciaux, des rapports entre communautés, eh bien, toutes ces questions qui sont héritées du monde contemporain et puis du passé historique récent en Europe, la récupération des êtres mythologiques, dont notamment des êtres fantastiques hybrides, etc., permet à J.K. Rowling de le développer. Donc finalement, l'Antiquité se marie très très bien avec le monde contemporain, en l'occurrence dans le cadre de sa saga, et d'une manière hyper intelligente, permet à J.K. Rowling de développer des questions politiques qui ont des échos très forts avec notre histoire contemporaine et notre histoire ancienne. Enfin, il y a du nazi, il y a des nazis dans la saga Harry Potter, très clairement. Le monument qui, dans l'atrium du ministère de la Magie, remplace la fontaine de la fraternité magique. Donc ce monument, la magie et puissance, qui représente des sorciers assis sur des trônes qui sont en fait constitués par des corps nus enchevêtrés de moldus suppliciés. On ne peut pas ne pas penser à la Shoah, à l'extermination des Juifs, etc. Donc c'est très intéressant la façon dont le monde hors du temps, presque anhistorique, pas anhistorique, mais hors du temps et un petit peu effectivement archaïque des sorciers, rencontre en fait des thèmes brûlants, des thèmes contemporains qui sont brûlants sur le plan politique. Et d'ailleurs, je crois qu'Yanis, dans les commentaires, a noté un exemple bien précis qui illustre bien ce que disaient Valère et Blandine. Oui, je me rappelle une citation du ministre de la Magie dans l'Ordre du Phénix. Les lois peuvent être changées, Dumbledore. Lors du procès de Harry, où Dumbledore jouait le rôle d'avocat, et il disait que Harry n'avait pas enfreint la loi. Ah oui, alors la question de la loi dans Harry Potter et puis de la sécurité juridique, oui, effectivement, on pourrait y passer des heures. Justement, l'un des contributeurs s'est intéressé à la question de la justice magique et au côté, pour reprendre les termes de Marjolaine, archaïque du système judiciaire du monde des sorciers. Oui, il est sûr que le Magen Maggot n'a rien d'un tribunal contemporain, moderne, dans lequel les droits de l'accusé seraient garantis et dans lequel celui-ci pourrait prétendre à une égalité dans lequel il pourrait invoquer des droits qui semblent essentiels et indiscutables aujourd'hui. Le procès d'Harry Potter, on va faire le Little Winging, c'est quand même c'est un non-procès. Concrètement, il n'a ni la possibilité de se défendre, ni la possibilité d'apporter des preuves. La personne qui est censée le représenter, Albus Dumbledore, est manifestement est écarté, on lui donne le mauvais horaire pour qu'il ne soit pas en mesure d'assurer la défense d'Harry. La charte du Magen Maggot. Il n'est pas avocat, Dumbledore. Et Dumbledore n'est pas avocat, mais bon, toutes ces fonctions lui donnent manifestement de protéger les intérêts, de défendre les intérêts d'Harry Potter. Mais oui, c'est sûr que même les institutions judiciaires, le ministère, ont tout d'archaïque. Et là, on sent que, comme le disait Blandine, on est dans un système qui est hors du temps.
Mais j'ai une question, je me pose une question. Est-ce que c'est une démocratie? J'ai pas le souvenir qu'on fasse référence à des élections, Alors, des élections démocratiques. on- je crois me souvenir qu'on a eu cette discussion avec Marjolaine et Alix. On a fait le podcast avec Nicolas Oui, il y a 1 ou 2 ans. je confirme. Et il me semble que on était arrivé à la conclusion que le monde sorcier n'était pas nécessairement une démocratie, notamment pour une raison particulière, celle de la désignation du ministre de la Mhm. magie. On a eu beau lire, relire, fouiller. Ouais. Enfin, je sais que Nicolas devait travailler sur cette question-là, sur le rôle sur la place du ministère dans le système politique, et on n'était pas en mesure de déterminer de quelle façon euh, finalement ce chef d'État Et, était désigné. Et 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 il me parfois, semble que ouais. c'est mentionné, mais vraiment une ligne qu'il est élu. Mais Mais on ne sait pas par qui. on ne sait pas par qui. on ne Oui, sait pas voilà. par qui, on ne sait pas si c'est un suffrage direct, indirect, Universel, ouais. on ne sait pas qui fait partie, comment être électeur, enfin quels sont les critères pour être un électeur. On ne sait pas qui sont les candidats non plus, et enfin la notion de parti, de On ne choses sait comme pas ça, s'il y et a des pas partis du tout. politiques. En tout cas, ils ne sont jamais mentionnés. Non. Du point Ouais. de vue du pluralisme, Et ça semble assez, le pluralisme Ouais. semble assez limité. puis on sait Ça- que Dumbledore a refusé de Oui, devenir ministre. Mm. Donc s'il a pu refuser, c'est qu'on a essayé de le désigner. Donc oui. c'est... Mais en tout cas, de le pousser à être candidat au minimum, hein, Ouais, au mais... moins, ouais. 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 Mais ouais, c'est quand même c'est une large question et je Mm. pense que est-ce que le monde magique est une démocratie et, et alors je suis toujours tentée de remettre les animaux fantastiques dans la discussion parce que j'ai vraiment envie de le défendre mais c'est vrai que de ce qu'on voit de ce qui se passe dans les années 20 en tout cas euh, aux États-Unis, c'est pareil, on peut se poser aussi des questions quoi, sur pareil, on a l'impression La qu'ils sont démocratie. dans un état d'urgence permanent où le secret magique est tellement important, parce que c'est ça aussi, le secret magique est tellement plus important que tout le reste Mhm. que du coup, ça justifie un état ouais, un peu totalitaire quand même. Et c'est ça, et en fait, enfin, c'est le fait d'avoir, enfin, le secret magique, c'est vraiment vivons heureux, vivons cachés à tout prix. Mhm. Mais du coup, le paradoxe fait que, justement, à tout prix, au point enfin, de vraiment protéger ça, quoi qu'il arrive, et en fait, ça devient une espèce de société de loi du plus fort, où il n'y a pas d'autres, il y a pas d'autres règles que celle de protéger le secret, et parce qu'après, enfin, c'est juste, tout le monde est un peu armé de la même manière avec bah, la magie, justement, et que c'est un peu enfin, que du coup, ça crée pour le coup des conflits, je pense, qui auraient, enfin, parce qu'on parlait de société archaïque, mais ça crée des conflits dans le monde magique qui pourrait sans doute pas y avoir à notre époque, parce que justement, on est beaucoup plus ancré, on est beaucoup plus... enfin, on pourrait pas avoir justement argument Ah, protéger le secret magique à tout prix Comment ça te perdre un peu, euh, Alix? Oui, pendant les Alix, grandes vacances. le, Ah, le réseau n'est pas très bon de ton côté. j'ai ma connexion qui saute. Oui, Un Ah, petit peu, alors, un petit peu. en pardon. revanche, il y a une chose qui m'a frappée pour les animaux fantastiques, c'est que donc c'est censé se passer dans les années 20, et si je Mhm. me souviens bien, c'est une femme noire qui est ministre. Oui, ça m'avait Donc, marqué aussi. donc, donc, il y a quelque chose qui peut paraître paradoxal, puisque c'est évidemment en total décalage avec la société américaine de l'époque. Et s'il y a archaïsme et un fonctionnement un peu bizarre de la démocratie au sein du monde des sorciers, en revanche, ça n'empêche pas à cette période-là des personnes de couleur d'arriver dans les hautes sphères de l'État. Donc, il y a une espèce de truc qui est pas Ouais. forcément cohérent, en tout cas par rapport. Bah, c'est Euh, cohérent par rapport à ce qu'on sait on sait que les premières ministres de la magie c'est vrai, femmes c'est vrai, en Grande-Bretagne arrivaient oui, bien avant. De toute façon, c'est tout toujours. à Enfin, fait. ouais, ouais. Et donc, Oui, oui, et du coup, c'est comme si aux États-Unis, comme si la ségrégation concernait concernait du coup les sorciers et les moldus et pas. oui. Et Oui, que la question de race, elle s'est déplacée sur Mhm. sur des choses spécifiques C'est souvent ce que dit J. Caroline d'ailleurs, quitte à en faire un peu un argument fourre-tout, de dire, oh, il n'y a pas de problème il y a pas de problème d'intolérance au niveau des, où il y a pas,
il n'y a pas de problème d'inégalité de sexe ou de race dans le monde magique ou par rapport à sa religion, parce qu'ils ont ce problème de, Voilà, de, oui, d'accord. du statut de sens qui est, bon, une façon un peu facile de se dire, Les c'est tolérant de discriminés, certains côtés, mais... les discriminés du monde magique ne sont pas les discriminés du monde des moldus. Voilà, concrètement, manifestement, la couleur de peau n'est pas un souci dans le monde des sorciers, mais par contre, le fait d'être un loup-garou est beaucoup plus problématique. Certes. Ouais. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait des procès et, dans le monde magique, mais ça me permet d'aborder autre chose qu'on voulait discuter, c'est le fait, alors c'est là où on trouve un peu des parallèles et surtout des croisements entre les fans, des chercheurs, des universitaires, des juristes, des politistes, etc., à travers l'organisation dans notre monde de procès de personnages d'Harry Potter. Je sais que ça existe aussi dans d'autres univers. Je sais qu'il y a des procès de Dark Vador, ce genre de choses. Mais en tout cas, les procès de personnages de la saga Harry Potter, il y en a assez souvent. Et je sais que Valère, tu as gardé un œil dessus. Donc, et ouais, moi, spontanément, je dirais, de point de vue de fan, on se dit ça rappelle des choses, des pratiques de fans aussi au niveau du jeu de rôle, peut-être du cosplay, de ce genre de choses. Mais ça aussi, c'est aussi quelque chose qui est intéressant du point de vue de ta discipline, Alors, j'imagine. oui, effectivement, j'ai vu un nombre assez important de procès fictifs étant organisés à partir de certains personnages d'Harry Potter, essentiellement Voldemort et Severus Rogue, hein, parce que c'est pour eux que c'est le plus facile. Il y a eu, je crois, peut-être aussi un procès de Dumbledore. Oui, procès de Dumbledore à Lyon, peut-être. Voilà, il y en a eu plusieurs, organisés par certaines universités, donc j'ai eu plusieurs invitations. Parfois, c'était organisé par des étudiants, parfois, c'était organisé par des collègues, c'est assez intéressant. Et souvent, les juges, en tout cas le jury, était composé, bon voilà, on s'est rencontré dans ce cadre avec la Gazette, c'était à Sciences Po peut-être, est composé d'universitaires, d'avocats, de magistrats. Donc c'est assez intéressant de voir que des praticiens du droit, même très, très prestigieux, n'hésitent pas à se prêter au jeu. Et alors, on trouve deux types de procès fictifs. Il y a le procès fictif qui relève plus de la performance théâtrale, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque ça commence, tout est déjà joué. Les arguments sont déjà établis, les plaidoiries sont écrites à l'avance, donc en gros, voilà, on sait à peu près comment ça va s'achever. Alors, il y a possibilité de vote. Et puis parfois, on laisse un peu plus de place à l'improvisation, avec la possibilité, soit pour les membres du jury, soit pour le public, de voter pour déterminer si la personne accusée sera coupable ou non. Et alors, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en principe, c'est l'accusé, les avocats et autres, voilà, les rôles sont assurés par des étudiants. Donc, je trouve que c'est assez sympa, ça leur donne l'occasion de faire preuve d'éloquence. Et puis, certains sont particulièrement impressionnants parce qu'ils entrent dans les rôles de Harry, de McGonagall, de Dumbledore et puis de Malfoy. Enfin, moi, j'étais vraiment impressionné, par exemple, par la qualité des prestations lors du procès fictif qui a été organisé à Sciences Po Paris. Enfin, vraiment, on avait affaire à des acteurs. Et mais parfois, ce sont des vrais avocats ou des magistrats qui jouent le jeu. C'est-à-dire qu'en gros, ils endossent pendant une heure le rôle de conseil sorcier ou de magistrat sorcier. Et là, je trouve ça assez excellent de voir un avocat célèbre, un magistrat célèbre plaider la cause de Voldemort, de Rogue. Alors, évidemment, ça attire un public particulièrement enthousiaste. Hein, on remplit des amphis comme ça. Je crois que ça s'est un peu calmé. On a eu vraiment une vague de procès entre 2015 et 2017. Et puis tout d'un coup, ça s'est calmé. Je pense qu'il y a vraiment eu une hype des procès fictifs. Et puis là, bon, pas uniquement à cause de la pandémie. Il y en a un peu moins. Moi, je trouve l'exercice assez intéressant. Il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas en faire trop souvent, je veux dire, parce que bon, une fois qu'on a assisté à 2 procès de Voldemort, 2 procès de Rogue, on s'est dit, bon, on a fait le tour. Mais je trouve cet exercice vraiment intéressant. Et c'est vrai que pour des juristes, ça permet en gros, de pratiquer l'art oratoire, et je pense que c'est toujours bienvenu, parce qu'on a quand même une formation qui repose beaucoup sur notre capacité à prendre la parole en public. Et de le faire avec un chapeau de sorcier, je trouve ça assez drôle. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça mêle vraiment à la fois, comme ce que tu viens de dire, l'intérêt aussi pour se former, hein, en tant
tant que juriste, etc. Mm. Mais aussi pour les fans c'est aussi hyper riche parce que il y a ce côté immersion Mhm. qui est beaucoup, beaucoup recherché par les communautés de fans. Et là, du coup, ça apporte ça avec ce côté. Euh, on sait que c'est. Enfin, on joue, mais on joue sérieusement, quoi. Enfin, on vraiment. On joue très Et c'est. sérieusement, effectivement. Et Voilà. généralement, les arguments qui sont présentés sont de véritables arguments juridiques, hein. Là, pour le Oui. coup, il y a une rigueur qui est quand même incontestable. Mais c'est vrai que ça fait penser à des débats qu'on peut avoir entre fans où, certes, on peut débattre, par exemple, l'exemple de Severus Rogue, il est assez emblématique de débats où, assez passionnés sur des positions très, très frontales, de dire des partisans de Rogue et de ceux qui le détestent et Mm. qui considèrent que c'est un bon personnage, mais c'est une horrible personne. Et du coup, c'est vraiment des fois des points de vue inconciliables, quoi. Mm. Donc, c'est intéressant de prendre un peu de recul sur ces débats un peu passionnés avec une démarche juridique, en l'occurrence. Totalement Mais d'accord. j'imagine, en explorant voilà, Severus Snape, les origines du nom, etc., ça permet aussi d'ajouter de, de se dire ah, qu'est-ce qu'il y a dans ce nom, qu'est-ce qui permet de rajouter des arguments d'un côté ou de l'autre. Est-ce que c'est écrit dans son nom qu'il est méchant? Et ce genre de... C'était un peu ce qui était... Là, c'est Pardon. c'est toi qu'on perd ou c'est moi qu'on perd? C'est toi qu'on perd, Alix, je pense. Ah, d'accord. Non, mais on t'entendait là. Bon. Non, mais bon, c'était juste l'exemple de Rogue qui je pense, suscite, suscite des débats passionnés. Mais du coup, pour rebondir un peu sur la question justement des initiatives de fans comme ça et de ce qui se fait autour de la saga, justement, en tant qu'universitaire, en tant que chercheur qui a se penché sur Harry Potter, comment vous allez justement appréhender ces créations de fans qui sont enfin, très très riches et enfin, de manière de type très varié aussi pour Harry Potter. On va avoir des fanfictions, on va avoir des fanfilms, on va avoir du Wizard Rock, donc de la musique. Il y a voilà, il y a des supports très variés, des comédies musicales. Est-ce que c'est quelque chose que vous écartez systématiquement parce que justement ça fait pas partie du canon, mais quel intérêt ça va avoir pour vous dans un processus de recherche? Euh, pour moi, la question, elle recoupe un petit peu le débat qu'on avait autour des animaux fantastiques, le film, est-ce qu'on s'y intéresse ou est-ce qu'on s'y intéresse pas? Moi, a priori, tout m'intéresse potentiellement si c'est un produit de qualité et si il y a une cohérence manifeste avec la saga. Maintenant, c'est tentaculaire, donc je m'intéresse pas particulièrement aux fanfictions et à tout ce qui se passe autour, parce que pour moi, ce qui compte, c'est quand même le centre névralgique, qui sont les livres d'où part tout cet enthousiasme. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas vocation à m'intéresser à tout l'univers proliférant de création qui naît de l'enthousiasme des fans. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de mes intérêts immédiats. En tout cas. Je ne sais pas, Valère. Je pense que c'est un peu la même chose parce que ça ne peut pas être un outil de travail. Après, en tant que juriste, je m'y suis intéressé à un moment donné. On était dans la perspective de la préparation d'une conférence de présentation de l'ouvrage et puis on nous avait dit est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les problématiques suscitées par les créations de fans. Alors évidemment, ça pose beaucoup de questions, hein, le statut de la fanfiction, la question de la propriété littéraire et artistique. Il faut savoir, je pense que c'est un point qu'on doit quand même pas oublier, il y a une forme de quérulence très marquée de la part de la Warner Bros. Et puis de la maison d'édition de J.K. Rowling. Donc évidemment, dès lors qu'on regarde les créations de fans, on se pose la question, est-ce que ces personnes ont pu être inquiétées? Est-ce qu'il y a eu des poursuites, des menaces, des intimidations? On sait qu'avec tout ce point de vue-là, il y a eu quand même un certain nombre d'exemples, hein. Il y a des entités, des sites qui sont validés par J.K. Rowling et par la maison de production et d'autres noms. Et
et c'est drôle parce qu'en fait, au moment où vous me posez la question, en fait, je pense presque à notre propre statut en tant qu'auteur ou directeur d'ouvrage sur une saga comme Harry Potter, parce que d'une certaine manière, on peut considérer qu'on est des fans, mais on produit un travail qui est un travail académique ou littéraire ou de commentaire, comme vous voulez. Et je crois qu'on en avait discuté à la table ronde, question de savoir de quelle manière est-ce que la maison d'édition de J.K. Rowling, la Warner Bros., pourrait réagir à l'annonce de la publication de nos ouvrages respectifs. Nous, on a quand même bien verrouillé le terrain dans le format du livre, dans le format des contributions, dans la longueur des citations, pour être sûr de pouvoir être qualifié de travail, enfin que notre ouvrage puisse être qualifié de travail, de commentaire scientifique, d'analyse d'un ouvrage. En gros, on n'est pas juste des fans qui sont en train d'écrire Harry Potter à l'école du droit. On fait un travail de commentaire et de mise en perspective. Et je crois que Blandine, tu as eu des difficultés, ou en tout cas des inquiétudes similaires pour justement expliquer à la maison d'édition de J.K. Rowling ce qu'était ton travail. Oui, enfin, en fait, non, j'ai pas eu du tout de mal à les convaincre de l'intérêt de publier mon travail. Ils étaient même très enthousiastes et en même temps, ils étaient terrorisés à l'idée que ça puisse tomber sous le coup de la loi. Donc, il y a eu une étude juridique très sérieuse. On a fait le choix de ne mettre aucune citation tellement ils étaient paranoïaques, hein, alors que, comme tu le dis, les citations en deçà d'un certain pourcentage par rapport à l'ensemble, c'est tout à fait légal. Apparemment, effectivement, la Warner est très agressive et très tatillonne. C'est sûrement aussi à la hauteur de la prolifération d'ouvrages qui sont écrits autour de Harry Potter. Et par exemple, à l'origine, le titre devait être, j'avais choisi Harry Potter et le monde antique. Et les juristes de Stock ont dit, il y a quand même, ça pastiche un peu les titres des ouvrages Harry Potter etc. Donc, on m'a demandé d'inverser. Voilà. Bon, idem pour la couverture. À l'origine, normalement, c'était un phénix qui se battait avec un serpent. C'est une couverture qui avait été faite par ma fille, qui a fait les illustrations à l'intérieur du livre. Et finalement, là encore, Stock, paranoïaque, a fait changer l'illustration. Et finalement, c'est donc un buste romain avec un chapeau de sorcier sur la tête. Mais bon, moi, je n'avais pas du tout peur. Hein. Je pense que à partir du moment où, comme tu le dis, c'est un travail universitaire d'analyse, etc., les risques étaient nuls, en fait. Mais bon. Oui, donc c'est sûr que, en tout cas, on a fait preuve d'une certaine prudence. Alors, je ne sais pas si Perrane et Quentin sont dans les parages, parce que je me posais la question de leur ouvrage sur Game of Thrones. Est-ce que vous avez eu des directives particulières de votre éditeur, ou est-ce que vous êtes entré en contact avec les créateurs de la série, en tout cas ceux qui détiennent leurs droits en France, pour vous assurer que vous n'auriez pas de difficultés du point de vue de la publication de cet ouvrage, qui était un ouvrage académique, mais qui portait sur Game of Thrones, qui était quand même une marque particulièrement protégée à l'époque. Donc, je ne sais pas si vous êtes encore là ou pas, Perrane et Quentin. Vous étiez là tout à l'heure. Je les vois. Oui, je pense que ça serait vraiment chouette. Je vois Quentin. Ils ne peuvent pas accéder au micro, a priori. Ah, ok, je vais leur... Ah, ça y est, Quentin, son micro. C'est bon. C'est bon. Donc oui, non, pour le coup, on a effectivement pas eu de problème particulier avec Game of Thrones, avec l'éditeur en tout cas, puisque je pense qu'ils n'ont pas cherché du tout à savoir s'il y avait de problème là-dessus. On a utilisé la police sur la couverture. Il y a la police officielle de Game of Thrones. On n'a pas pris une image officielle du Trône de Fer, c'est une image sur un site d'image libre de droit qui ressemble un petit peu au Trône de Fer, mais qui n'est pas le vrai Trône de Fer. Mais pour le coup, oui, s'il voulait, je pense qu'on pourrait avoir des ennuis avec ça. Mais bon, c'est tellement petit, dans le sens où ça n'a pas vocation à apparaître à des milliers et des milliers d'exemplaires. Bon, je ne pense pas que l'éditeur a voulu se faire... ne se fait de cheveux blancs par rapport à ça, quoi. Et comment s'appelle votre ouvrage? L'ouvrage, c'est Le droit dans Game of Thrones.
Ok. Très- Mais et la même chose pour Disney, qui est sorti l'année d'après, du droit dans Disney. On a une grosse tête de Mickey qui est sur l'image et la police officielle de Walt Disney sur le titre. Et pour le coup, pareil, l'éditeur a pas tiqué par rapport à ça, ni pour la couverture, ni pour la police. Donc bon, après, c'est peut-être parce que ça a moins, enfin, oui, ça a moins de retombées, surtout pour Disney, que un ouvrage sur Harry Potter, effectivement, qui a fait beaucoup de bruit pour le coup. Et la Oui, mais prochaine c'est vrai que étape, c'est Star Wars. Exactement. Ah, bah, Bah, super. après, ça dépend des éditeurs. Je ne sais pas qui est votre éditeur. Alors, pour le coup, c'est Marais Martin, et effectivement, oui, je Ah, crois que d'accord. pour le coup, ils sont absolument pas. Voilà. Ouais, Voilà. mais parce que Stock fait partie du groupe Hachette et le groupe Hachette ne peut pas se permettre Oui, de. Voilà quoi. Ils peuvent pas se permettre parce que là, on sait qu'il y a beaucoup de sous à récupérer en cas de procès. Et donc, voilà, c'est aussi que plus on est gros, plus on risque des procès. oui, tout à fait. C'est Voilà. peut-être l'avantage de marcher avec un petit Oui, éditeur. voilà. 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 Du coup, Quentin, je te propose de rester avec nous parce que j'avais une question un peu ouverte et j'espère que d'autres personnes du public pourraient partager, mais c'était euh, qu'est-ce que vous diriez tous à des étudiants qui auraient envie de se lancer dans des recherches universitaires sur Harry Potter en particulier ou les cultures de l'imaginaire en général, à quoi on peut s'attendre au niveau, bah, vous avez un peu évoqué au tout début de la discussion au niveau de la réception de ce type d'approche, des éventuels, enfin, de l'intérêt que ça peut susciter, au contraire des craintes de ne pas être pris au sérieux. Enfin voilà, je voulais ouvrir vraiment sur, en tant que jeune chercheur ou en tant qu'étudiant qui se disent, ah mais ce serait vraiment un chouette sujet, j'ai des idées, qu'est-ce que vous diriez? Blandine, tu veux y aller? Ah. Euh, moi, c'est sûr que je travaille dans un milieu, le milieu des lettres, et alors a fortiori les lettres classiques, qui est un milieu très conservateur et qui méprise beaucoup la culture populaire. Donc, c'est clair que pour un chercheur, s'intéresser à Harry Potter, c'est pas ça qui va booster ma carrière. Enfin, il y a une forme de, on peut dire, de snobisme et de mépris aussi pour ces œuvres de culture populaire. C'est en train de changer. C'est vraiment en train de changer. On a 20 ans de retard sur le monde anglo-saxon. Donc là, c'est en train de bien évoluer. Mais disons que pour l'instant, je pense que c'est encore problématique. Bon, moi, l'encyclopédie, je l'ai écrite comme un ouvrage, enfin c'est extrêmement sérieux sur le plan académique, mais je ne pense pas que ça, sur le plan de ma carrière, ça sera mis à mon crédit forcément. Hein. Je m'en fiche, je ne suis pas là pour capitaliser des points pour monter en grade. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que le livre soit utilisé beaucoup dans le secondaire notamment, hein, pour les cours de latin, et ça, c'est une très belle récompense. Mais non, j'engagerai pas un jeune chercheur à s'intéresser à Harry Potter. Je pense que c'est encore un petit peu tôt, en tout cas dans mon domaine à moi, pour que ce soit valorisé sur le plan académique. C'est dommage, hein. Mais encore 10 ans et tout ira bien. Voilà. Alors, de mon point de vue, effectivement, on a constaté une évolution de l'acceptabilité des travaux sur le droit et la culture populaire. Il y a à peu près 10 ans, c'était totalement irresponsable de, de travailler sur le cinéma, sur les séries et autres. Et donc voilà, les personnes qui le faisaient étaient considérées comme des clowns ou des parias. Et puis à partir du moment où ça a marché pour les premiers, c'est pas forcément venu de la France, hein, ça c'est venu d'abord des États-Unis, puis ensuite en Europe, ça a commencé à marcher en Belgique. Et concrètement, une forme de tolérance qui s'est développée, et puis même de soutien, à savoir que je peux affirmer qu'une personne qui était particulièrement critique il y a à peu près 7 ou 8 ans de ce type d'études a été force de proposition sur une thématique de ce type un peu plus récemment, et donc on voit que les gens ont la mémoire courte. Et donc, ce que je dirais aux jeunes chercheurs et aux étudiants qui s'intéressent à ces questions-là, c'est ça peut être un élément, je pense, de construction d'un parcours intellectuel
Moi, quand je travaille sur Harry Potter, sur Camelot, sur autre, en fait, quand je raisonne sur ces œuvres de fiction, je raisonne sur le droit, sur les institutions, donc ça me permet de réfléchir et en fait, de me construire en tant qu'enseignant-chercheur. Mais il est certain que c'est pas ce qui sera mis à mon crédit, au crédit de mon parcours, de me monter en grade, hein, comme le disait tout à l'heure Blandine. Et il faut faire des choses, j'ai envie de le dire de façon très pragmatique, pour une étude sur la culture populaire, il faut avoir dans son CV quatre études, 4 travaux qui sont vraiment dans les clous sur notre objet d'étude. Donc voilà. Et il ne faut pas qu'à un moment donné, le droit et culture populaire ou littérature, enfin, lettres et culture populaire soit l'élément dominant du CV. Parce que l'idée, c'est quand même, on est dans un domaine où il est difficile en ce moment d'obtenir des postes de titulaires. Et je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc voilà, c'est bien de s'y intéresser, il faut en faire. Mais moi, j'ai commencé à me sentir vraiment libre de travailler sur ces thématiques-là une fois que j'ai pu sécuriser mon poste. Et je me suis dit, bon, là, concrètement, c'est pas quelque chose qui va se retourner contre moi. Et, voilà. Et par ailleurs, je suis considéré comme quelqu'un qui travaille sérieusement sur la thématique du droit international. Donc, je peux me permettre de temps en temps de travailler sur Harry Potter, sur Game of Thrones, sur Disney ou voilà, sur d'autres thématiques. Donc voilà, avec parcimonie, pour résumer. Quentin et Perran, on voit que ça y est, vous avez tous les deux vos micros activés. On aimerait bien vos témoignages. Monsieur Plouinec, tu veux commencer? Pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que j'imagine que les lettres sont conservatrices et le droit l'est sans doute tout autant. C'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il y a encore un certain nombre de personnes peut-être qui ont une vision plus traditionnaliste en fait des choses et pour qui ce genre de démarche sur le droit et on va dire la culture populaire en général n'est pas forcément dans les canons de la recherche universitaire et du coup ça peut créer une certaine distance ou un regard un petit peu suspect de la part d'un certain nombre de personnes dans la recherche universitaire. Mais voilà, je pense aussi effectivement que les choses vont évoluer, mais quand tout est à cause, ça ne constitue pas, et je ne suis pas sûr que ça puisse constituer dans un proche avenir un thème essentiel d'une recherche. C'est une activité plutôt complémentaire à une autre recherche, mais qui a quand même beaucoup d'intérêt. Et si justement on parle de jeunes recherches ou d'étudiants, je pense que c'est intéressant dans le sens où ça permet de mettre en perspective beaucoup de choses et que finalement, comme tout ce qui est de la comparaison par exemple pour le droit entre les différents pays, etc., aussi comparer avec des systèmes juridiques de fiction, ça implique de se poser d'autres questions, de regarder d'un œil très extérieur sur finalement ce que l'on fait en France ou dans d'autres pays. Et donc ça, je trouve que c'est très intéressant et ça permet d'avoir d'autres angles d'approche. Et donc, il faut s'y intéresser, finalement, je pense, en un sens, mais ça ne peut pas constituer l'essentiel d'un travail de recherche, ce qui, en un sens, peut être dommage. Ça, je ne sais pas. Oui, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec ce que Perran vient de dire. Et d'autre part, ça permet d'avoir un point de comparaison, enfin, quelque chose de commun avec le public auquel on va s'adresser, notamment avec nos étudiants. Moi, en droit des successions, ça me permet, l'exemple d'Harry Potter, ça me permet de leur apprendre des choses de manière un peu plus intéressante, un peu plus amusante, hein, de se pencher sur le cas de la succession de la maison de Sirius Black dans Harry Potter. Voilà, ça permet de leur donner qu'est-ce qui se serait passé si on avait regardé ça avec le regard du droit français. Voilà, ça permet de l'appréhender de cette manière. Et donc d'avoir oui, un point commun, hein, pour parler d'une chose un peu moins rigolote, un peu plus austère, mais bon, qui constitue notre fonds de commerce, à savoir le droit et ici le droit des successions. Donc ça permet pas de se mettre au niveau, pas de s'abaisser, mais non, voilà, de parler la même langue, d'avoir oui, un élément commun pour travailler le droit, en tout cas pour nous le droit, et j'imagine que pour les lettres c'est la même chose, d'avoir des éléments communs voilà, pour travailler une matière un peu plus austère. Et si donc, je peux me... Oui. Pardon, Quentin, vous n'aviez pas fini. Non, allez-y. Et si je peux me permettre peut-être une perspective plus optimiste, je ne sais pas de ton côté, Blandine, mais le travail sur les fictions ces dernières années a quand même permis de placer l'université sur la carte
l'université avec un petit U et un grand U. Je m'explique. Outre le fait que nos ouvrages ou nos sites internet aient pu être lus par des personnes qui n'étaient pas du tout des étudiants en droit ou même des juristes, j'ai trouvé ça vraiment génial dans la perspective dans le cas de conférences, de procès fictifs et autres, de voir des personnes qui ne sont pas du milieu de l'université, qui ne sont pas étudiants en droit, s'intéresser à ce qui se passe dans la fac de droit, dans la fac de sciences politiques, et se dire, ah bah tiens, finalement, on vous imaginait comme des personnes un peu déconnectées. Voilà, l'universitaire est souvent perçu comme quelqu'un d'assez austère, pas forcément très drôle. Voilà, en gros, il y a des lectures autorisées et d'autres qui ne le sont pas. On ne va au cinéma que pour regarder l'art et essai, mais non, c'est pas la réalité. Je peux lire de la philosophie le samedi matin et puis le dimanche après-midi lire une bande dessinée. Et c'est toujours agréable de rencontrer des personnes qui ne sont pas issues de la sphère du droit, qui viennent assister à ces conférences et qui nous disent à la fin, ah bah merci beaucoup parce que vous m'avez un peu réconcilié avec les juristes, j'aimais pas les juristes, et puis en fait je me suis rendu compte que vous êtes des gens beaucoup plus drôles ou progressistes, je ne sais pas, que je l'imaginais, et donc si ça peut contribuer à ça, c'est déjà une petite victoire et ça relativise tout le reste. Oui, bah, je partage complètement ton point de vue. Alors, moi, en plus, je suis dans une situation qui fait que, en fait, ce livre, je l'ai vraiment écrit en tant qu'enseignante de latin et grec aussi. Enfin, en tout cas, j'ai cette formation. Et fan de Harry Potter. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est de lui donner cette forme d'encyclopédie. Parce que justement, je me suis dit, vu ma démarche, c'est possible de fragmenter ça en articles, avec cette idée que ça allait pouvoir être accessible de manière plus facile et plus ludique et plus libre de la part du public. Donc, j'avais vraiment cette idée de agencer un savoir universitaire et des analyses, mais d'une manière à rendre la chose accessible. Parce que je pense que c'est aussi ça dont souffrent beaucoup nos disciplines, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de richesse à l'université, que les universitaires ne sont pas des bons vendeurs, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a cette parfois incapacité à donner à ce qu'ils ont à proposer une forme attrayante, une forme consommable, je mets des guillemets, mais une forme qui soit facilement accessible par un public qui serait assez désireux finalement de s'intéresser à tout un tas de sujets, mais qui est souvent découragé par la forme que prennent nos présentations. Et donc, je pense qu'effectivement, s'intéresser à des œuvres de culture populaire, c'est en quelque sorte donner un formidable carburant à tout ce qu'on a à offrir en termes de richesse intellectuelle, et arriver à faire passer ça plus facilement. Clairement, vous écrivez un livre sur Harry Potter, il y a potentiellement des milliers de gens que ça peut intéresser. Et ça, c'est chouette pour arriver à justement véhiculer des tas de choses qu'on a à faire connaître sur nos disciplines. Et puis, je finirai en prêchant pour ma paroisse, c'est-à-dire que je pense que, en l'occurrence, comme Harry Potter, c'est vraiment écrit avec des codes, que derrière certains personnages, il y a justement le personnage antique à qui le nom fait référence. Je pense que vraiment, en connaissant tout ce fond de référence, on enrichit aussi sa lecture de l'œuvre, quoi. C'est indéniable. Donc voilà, je ne sais plus par où j'ai commencé, je sais plus, mais oui, c'est-à-dire, je pense que s'intéresser à la culture populaire, c'est une manière pour nous, universitaires, de commencer un petit chemin avec un public plus large. Et ça, c'est aussi agréable pour nous que, je pense, intéressant pour le public. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a un gros enjeu pour l'université de sortir des murs de l'université aussi. Oui. Et du coup, ce type de sujet, ça permet de faire des passerelles. On sait que avec Aspic, on essaye de le faire. Et puis, on voit, enfin là, je profite de vous avoir tous les deux. On a eu beaucoup de retours de lecteurs de la Gazette qui, du coup, ont lu vos ouvrages, qui ne sont pas forcément spécialistes de droit ou de lettres classiques, et ça leur permet de lire ce type de travaux. Donc
Donc, c'est quand même intéressant. Et je voulais aussi être un peu optimiste, même si je pense qu'ils sont encore un peu isolés. Mais il y a des chercheurs titulaires qui font de leur sujet principal les cultures populaires ou la littérature, la fantaisie. Peut-être qu'Anne Besson est encore un peu isolée, mais quand même, elle a une bonne figure de proue au niveau de la littérature pour ces questions-là. Et du coup, elle encourage beaucoup d'étudiants à poursuivre ce type de recherche. On a David Perron En fan studies, ouais, du coup, c'est en en sciences... sociologie. c'est sociaux, c'est même mince, j'ai perdu c'est sciences de la communication. Et du coup, peut-être qu'en sciences sociales ou dans ce type de sciences sociales, il y a ce type de sujets peuvent réussir à être portés plus facilement que dans d'autres domaines. Mais voilà, ils existent, mais c'est vrai que peut-être qu'ils sont encore un peu... Et du coup, c'est des figures qui sortent aussi de l'université, comme vous le faites, en étant vraiment beaucoup, beaucoup en contact avec des publics non académiques, non universitaires. Donc, c'est vrai que ça change un peu aussi la figure de l'universitaire. Puis pour continuer sur l'optimisme, on peut quand même dire que, enfin voilà, qu'on parlait de la conférence Harry Potter qui avait lieu, en virtuel aussi, mais du Texas, là, à l'automne dernier, il y avait des centaines, enfin peut-être pas des centaines, plusieurs dizaines d'intervenants, en tout cas, de disciplines extrêmement variées, y compris en sciences dures, en chimie, en génétique, etc. Et du coup, je pense que, enfin, j'espère aussi voir, parce qu'en France, c'est encore beaucoup centré sur les sciences sociales. Et donc peut-être que petit à petit, enfin, on va voir cette influence aussi américaine avec avec des dizaines et des dizaines de chercheurs qui se relaient et qui pourront venir et que cet attrait aussi au niveau des sciences dures pourra aussi prendre en France et en Europe, ça serait intéressant aussi de voir ça. Alors, je crois qu'on va pouvoir prendre... On vient d'avoir des nouvelles questions Ouais. de Yanis dans le chat et je pense qu'on va prendre une dernière question avant de conclure. Donc, si vous avez une dernière question à mettre, c'est maintenant, avant qu'on passe à la conclusion. Une question pour Madame Cuny. Le serpent Python dans la mythologie grecque et sa mort aux mains d'Apollon ont-ils un lien, même lointain, avec l'épisode où Harry tue le basilic dans la chambre des secrets ou pas? Nagini a aussi un lien avec le mythe du serpent Python. Alors, oui, évidemment, le basilic, c'est une espèce d'avatar des dragons de la mythologie gréco-romaine. Alors, les dragons de la mythologie gréco-romaine, ce ne sont pas les dragons médiévaux, hein, c'est juste des serpents géants. Donc, en l'occurrence, le basilic, c'est une espèce de mélange entre Méduse la Gorgone, parce qu'il a le regard pétrifiant, et puis les serpents géants. Et effectivement, dans la mythologie, on a plusieurs mythes de l'affrontement d'un héros avec un serpent. On a Héraclès avec le serpent qui garde l'arbre où sont suspendues les pommes d'or. Et on a évidemment Apollon et le serpent Python. Et donc Harry Potter, dans la saga, il incarne comme ça plusieurs héros mythologiques tour à tour, mais notamment effectivement Apollon, qui en plus est un dieu de lumière et d'harmonie. Et donc, on voit bien en quoi Harry peut être un double d'Apollon, parce qu'il défend en fait l'harmonie contre les forces du chaos qui sont symbolisées par les mange-morts. Nagini avec le mythe du serpent Python ou pas, disons que je pense que Nagini, oui, disons que le serpent, de façon générale, dans la saga Harry Potter, et comme dans l'Antiquité, le serpent, c'est un symbole ambigu. C'est un symbole maléfique, évidemment, puisque le serpent donne la mort. Ça symbolise dans l'Antiquité aussi la connaissance, parce que le serpent vient du sous-sol et que dans le sous-sol, il y a tous les mystères de la nature. Et puis, ça symbolise aussi le serpent, le renouveau, la renaissance, parce que le serpent a des mues successives qui font qu'il est considéré comme un symbole de renaissance. C'est pour ça qu'il est associé notamment au caducée du dieu de la médecine Asclépios. Et donc Nagini, qui est le serpent de Voldemort, symbolise toutes ces tendances qui sont en Voldemort. C'est un être mortifère, c'est un être qui détient un savoir important, puisque c'est un des plus puissants magiciens du monde des sorciers, et c'est un être qui aspire à l'éternité, à un éternel renouvellement. Donc Nagini, c'est à la fois le symbole antique du serpent,
Mais ça s'adapte parfaitement au personnage de Voldemort, qui a toutes ces ambivalences en lui. On pourra changer là-dessus. Ouais. Oui, on a un gentil commentaire de... Oui, merci beaucoup, Alexandra. On va se revoir, Alexandra. Merci beaucoup à tous, à Valère, à Blandine, à Alix, et puis du coup à tout le public pour avoir suivi cet événement. On va, de toute façon, comme on l'a dit au début, ça sera disponible sur la chaîne YouTube de la Gazette du Sorcier, aussi en format podcast dans le podcast Aspic. Et donc voilà, on va pouvoir continuer à diffuser la discussion et à voir si ça provoque d'autres réactions, d'autres questions qu'on pourra vous transmettre aussi, Blandine et Valère. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et puis merci aussi Marjolaine, parce que tu nous as tous remerciés, mais merci aussi à toi, parce que bon, c'est quand même c'est un travail d'équipe, et puis c'était vraiment un moment très agréable à passer avec vous, et puis tant mieux si ça a permis de donner une bouffée d'air frais à tout le monde. Donc, voilà, merci à tous, et puis les personnes qui se sont connectées, et puis les doctorants de l'UBO qui sont venus au soutien de nos discussions. Merci infiniment. Oui, merci à tous les étudiants qui sont venus nous rejoindre en ce samedi après-midi. Merci à tous. Désolée pour les petits soucis techniques. Aucun souci. Et si ça suscite des idées de thématiques qu'on peut explorer en podcast avec d'autres invités ou des prétextes pour réinviter Valère et Blandine, envoyez-nous les idées, on collecte tout ça, et nous on est toujours partants pour avoir des nouveaux sujets de discussion et des nouveaux invités, donc voilà, vous pouvez écrire à rédaction non, c'est ça, hein, pardon, Alex, rédaction @gazette-du-sorcier.com. Voilà. Passez un bon après-midi, puis profitez de... je ne sais pas si vous avez du soleil, mais en tout cas, profitez de ces quelques heures de liberté, et puis voilà, au plaisir de nouveaux échanges. Eh bien, je dis mardi à mes étudiants, moi. Allez. Merci. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez suivre la page de l'Académie des Sorciers sur Facebook, l'Académie des Sorciers, sur Twitter, aspic_GDS. Vous pouvez nous écrire par mail à rédaction@gazette-du-sorcier.com, et évidemment nous laisser un avis sur vos plateformes d'écoute préférées. Vous pouvez aussi soutenir l'émission sur Tipeee, sur la page de la Gazette du Sorcier. Et si vous nous suivez, sur SoundCloud, n'oubliez pas qu'on a changé de plateforme d'écoute, et donc on est passé sur PodCloud. Voilà. On remercie Caligula qui a composé le générique d'après des thèmes de John Williams et Patrick Doyle, et Marjolaine pour le montage. De rien. À très bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des Sorciers. Et chers auditeurs, n'oublie pas, passe tes bus d'abord.